Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire du jeudi matin de Silicom Group. Je me présente ou je ne me présente pas parce que les gens commencent à être habitués. Je m'appelle Bertrand Fournier, je suis le directeur général de Silicom Group. Aujourd'hui, je vais être accompagné de plusieurs personnes pour vous faire cette présentation. On va avoir avec nous, dans l'ordre d'apparition, et si je ne dis pas de bêtises, Laurent Piguet, qui va nous parler d'un sujet autour de cette fameuse Power Platform, Antoine Vacheran et Jonathan Cavadini. Donc on va se passer la parole pendant cet événement et puis on va vous partager en fait les informations sur cette Power Platform. D'abord, une petite mise en jambe, comme à chaque fois. La dernière fois, je vous ai parlé, je ne sais pas si les personnes qui étaient déjà présentes se souviennent, je vous ai parlé en fait des étapes ou des phases qui étaient rencontrées lors d'un gros changement. Donc c'était, pour ceux qui s'en souviennent, et si jamais vous pouvez chercher sur Internet, c'était ridicule, dangereux et évident. Donc si vous retrouvez ça, vous pourrez lire un petit peu la description de ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose. Aujourd'hui, je vais vous parler de Atkarl Viking. Donc, Atkarl Viking, c'est plus un jeu de mots. Donc, effectivement, je trouvais que le mot Atkar faisait très viking, mais en fait, Atkar, c'est pas du tout un viking, ça n'a rien à voir avec les vikings. C'est plutôt, en fait, une méthode de projet que nous, on utilise, en fait, dans notre académie et dans de nombreux projets, de manière, on va dire, sans même y penser, on utilise cette méthode de projet. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette méthode de projet? Elle favorise en fait le changement. C'est une méthode de projet qui accompagne le changement dans les entreprises et qui va, au final, favoriser l'adoption des changements que vous allez réaliser, des projets que vous allez mener, et surtout donner l'impression aux utilisateurs, et pas que donner l'impression, mais vraiment leur faire vivre le projet de cette manière, où ils se sentent très concernés et où ils ont la parole et leur mot à dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait Atkar? Donc, je vais retirer la petite mention aux Vikings. C'était juste pour ceux qui connaissent la méthode de les faire un petit peu sourire. Donc, le A de Atkar veut dire awareness. Awareness dans les projets de type informatique de gestion ou informatique orienté métier comme nous, on a l'habitude d'en faire, c'est en fait la prise de conscience des raisons du changement. Ça veut dire qu'on est conscient qu'un de nos processus n'est pas optimal, peut-être qu'on n'est pas suffisamment efficace. Et c'est vraiment le début en fait d'un projet, c'est de prendre conscience des raisons du métier. C'est de prendre conscience qu'on peut changer en fait certains processus dans l'entreprise. Ensuite, on a le désir. Le désir, c'est le désir de changer. Et effectivement, si on ne commence pas par avoir envie de changer, le changement ne sera pas très bien accueilli. Et en fait, toutes ces phases, elles se construisent avec cette méthode. Et en fait, on active en fait ces phases au fur et à mesure où on déploie la gestion de projet. Ensuite, on a les connaissances. Et ça, c'est une partie qui est extrêmement importante. Et c'est souvent des choses qu'on a rencontrées dans les projets qu'on a menés depuis maintenant, pour moi, une vingtaine d'années dans l'informatique. C'est que dans tous les projets, on a toujours un de ces mots qui est laissé un petit peu de côté. Donc le désir, parfois, la conscience du changement, ou alors la connaissance. Et la connaissance, en fait, c'est de donner aux utilisateurs les compétences, les connaissances, les outils pour qu'ils soient efficaces avec le changement qui sera apporté. La dernière chose, enfin l'avant-dernière chose, c'est l'ability. Donc ça, c'est la capacité à réaliser ou à mettre en œuvre le changement qu'on a décidé. Ça paraît pas si important, mais effectivement, c'est une partie qui est extrêmement importante dans la gestion de projet. Et notamment, ça veut dire qu'on doit attribuer du temps supplémentaire à un collaborateur qui a un rôle important dans un projet pour qu'il puisse, en fait, réaliser les tâches qui lui ont été attribuées. Souvent, le défaut la chose qu'on oublie de mettre en place dans les projets, on oublie simplement de se dire, tiens, c'est une charge supplémentaire pour mes collaborateurs. On ne l'a pas anticipé et en fait, les gens se mettent dans le rouge. C'est une expression qu'on utilise souvent, se mettre dans le rouge et en fait, rejettent les projets, rejettent les changements parce qu'on n'a pas pensé à leur attribuer du temps supplémentaire. La dernière chose qui est extrêmement importante, c'est le renforcement, en fait, je le dis comme ça parce que j'ai de la peine à prononcer ce mot-là en anglais. Je vais essayer, puis comme ça, vous pourrez sourire de mon accent. Donc, c'est le reinforcement. C'est s'assurer, en fait, que le changement est pérenne.
Également, dans les projets qu'on a réalisés, on voit qu'il y a souvent une phase en fait de pic où les gens prennent le changement à bras-le-corps, prennent le projet, avancent, et finalement il y a une espèce il y a une situation en fait d'essoufflement parce qu'on n'a pas bien compris, parce que les gens reviennent à d'anciennes habitudes, et cette étape du projet, elle est extrêmement importante parce que c'est elle en fait qui va ancrer le projet dans l'entreprise et qui va en faire vraiment un changement important et qui va rester sur le long terme. Donc, je voulais juste vous partager ça. En fait, ça, ADKAR, c'est vraiment une méthode de projet qu'on utilise, qu'on peut utiliser pas uniquement dans l'informatique, mais comme je disais à mes collègues ce matin, qu'on peut utiliser pour gérer des déménagements, qu'on peut utiliser pour changer le style de travail, notamment maintenant avec le télétravail. On se rend compte que les gens, ils ont besoin en fait de comprendre pourquoi on fait les choses. Et ADKAR est vraiment une méthode qui peut être intéressante. Par rapport à ça, si vous avez envie de découvrir la méthode ADKAR, déjà, il y a beaucoup de documentation sur Internet. On a, nous, des personnes qui sont certifiées ADKAR. Donc, il y a une certification au niveau mondial qui est reconnue dans beaucoup d'entreprises. C'est aussi un métier qui est en train d'apparaître. Comme il y a quelques années, on avait des Data Protection Officers. Aujourd'hui, on a des gens qui sont spécialisés dans la gestion du changement et dans ces méthodes ADKAR. Donc, si vous avez envie de découvrir ça, n'hésitez pas à me contacter. C'est quelque chose qui peut vraiment vous aider dans même d'autres projets au sein de votre entreprise. Voilà, ça c'était ma petite introduction habituelle. Je propose de passer à la partie un petit peu plus officielle de la présentation. Donc, qui on est? On est Silicom Group, on est une entreprise de services informatiques, on a des activités principales au sein de cette société, on fait de l'intégration d'ERP, on fait des applications orientées métiers, on se concentre principalement avec ces solutions sur la PME en Suisse romande. On est très proche de ce milieu, de ce segment d'entreprise. On a aussi une expérience, et vous verrez les gens qui parlent tout à l'heure, ils ont de l'expérience justement dans les besoins, dans les attentes, dans les contraintes, dans les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises en Suisse romande. Donc, Silicom Group. Et à côté de ça, on a encore une partie dimension plus technique, plus IT, comme on appelle, où on fait de l'hébergement, on fait de l'Office 365, on fait des licences, on fait des PC, on fait des firewalls, on fait des switches. Donc ça, c'est vraiment des activités qui sont diverses. Et notre idée, c'est d'arriver avec une solution qui est avec un panel de prestations qui permet de répondre à toutes les PME en Suisse. C'est-à-dire que quand une entreprise s'adresse à nous, on peut fournir quasiment l'intégralité des solutions dont elle a besoin. Malgré les annonces de M. Berset, on a essayé de louer une terrasse, mais on n'a pas trouvé une terrasse ouverte avec suffisamment de place, avec des micros, avec des haut-parleurs. Donc, on en est toujours à faire des bons petits déjeuners virtuels. Donc, on est super content de vous offrir un bon cadeau pour aller prendre un petit déjeuner ou ce que vous voulez chez Manor. Donc, que vous recevrez, je crois, si ma collègue peut confirmer, après l'événement. Ce qui me permet de citer aussi les autres personnes qui ont travaillé sur cet événement. Donc, je remercie Lauriane qui est en train de faire la production en fait, de l'événement en live. Je remercie Honorine qui est en train de suivre l'événement et puis qui nous fait des retours pour savoir si ça fonctionne. Je remercie aussi Mathieu Morel qui a fait la partie graphisme. Et je remercie toutes les personnes que j'oublie. Et puis, je vais attaquer. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler de quoi? On est là pour parler de la Power Platform. La Power Platform, c'est un petit peu dans le sens de ce qu'on avait présenté il y a quelques temps, où j'avais parlé d'écosystème d'applications. Écosystème d'application, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un système, on a accès à un système où on retrouve toutes les applications qui sont nécessaires aujourd'hui à créer de la valeur dans les entreprises, à être plus performants, à être plus efficaces. Donc, la Power Platform fait partie de on va dire, de la grande famille de produits Microsoft, Microsoft 365, Office 365. Les noms ont un petit peu évolué avec le temps, mais c'est de ça dont on parle. Power Platform, pourquoi? Parce que c'est la plateforme pour la performance, on va dire comme ça. Parce qu'en fait, on est étroitement lié là plutôt à l'efficacité, à la mise en valeur des données, à l'automatisation de processus et des choses comme ça. Donc, dans la Power Platform, on retrouve quoi? On retrouve Power Apps, Power Automate, Power BI, qui sont en fait des outils que vous allez retrouver dans les licences Office 365 qu'on vous fournit en principe. Vous n'avez pas d'achat supplémentaire à faire. Et c'est ça aussi l'avantage de cet écosystème, c'est qu'avec une seule identité, en gérant la sécurité, on va pouvoir vous donner accès à des données, les valoriser et puis créer vraiment de la valeur pour votre entreprise. Alors, je résume rapidement, mais ce sera mieux tout à l'heure pendant la démo. Power Apps, c'est un système qui permet de développer des applications, en fait, métiers et qui ont
qui ont une simplicité de développement, en tout cas pour des applications de base, c'est très intéressant. Power Automate, c'est l'automatisation de processus, puis Power BI, c'est la mise en valeur des données. Je vous dis encore juste une chose avant de passer la parole, parce que on m'a déjà dit que j'étais en retard. Derrière ça, Microsoft a une idée, c'est l'idée du développeur citoyen. Donc, l'idée, c'est vraiment que les personnes puissent développer des petits bouts d'application ou d'automatisation de processus, des choses relativement simples, et vous verrez dans les exemples qu'on a fait tout à l'heure, c'est un peu plus complexe que ça, c'est un peu plus complexe que les choses qu'on peut faire rapidement, mais par contre, vous avez la possibilité, vous aussi, de développer certaines choses. Nous, on est là pour vous accompagner, vous aider à créer des applications qui sont robustes, qui sont pérennes et puis qui vont rester dans le temps pour votre entreprise. Donc, je suis vraiment en retard, en fait. Donc, aujourd'hui, le scénario, c'est quoi? C'est un des collaborateurs de l'entreprise qui souhaite faire une formation ISO 9001, parce que nous, on est certifié ISO 9001. Et puis, on va passer par différents processus. On a une demande d'investissement pour le coût de la formation, donc qui doit être validé et puis qui va être traité. On a une saisie d'une note de frais, donc avec les frais de repas pour le jour de la formation. Et puis, on va valider en fait cette facture créancier et intégration dans le ERP. Il y a des choses qu'on a déjà montrées dans d'autres événements qu'on va peut-être pas remontrer dans le détail, mais on va quand même l'adresser. Et puis finalement, on va vous montrer comment on peut consulter des données financières via Power BI. Voilà. Pour les questions, je vous rappelle que sur l'écran que vous avez devant vous, il y a un onglet où il y a, je crois, des points d'interrogation. Vous avez la possibilité de poser les questions. On peut y répondre pendant la formation. Ce que je ferai, selon les questions qui ont été posées, si on peut ajouter du contenu, et puis si tout le monde ne fait pas sauter l'agenda comme moi, je les reprendrai à la fin et puis on les rediscutera tous ensemble. Si je pense que j'ai rien oublié, je passe la parole à Laurent qui va nous présenter en fait la Power Platform, la Power Apps, et puis le début de notre petit scénario. C'est tout bon pour toi, Laurent? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Donc pour cette première partie, on va parler de Power Apps. On va voir ensemble deux possibilités de réalisation afin de faciliter les demandes d'investissement et la saisie des notes de frais. Donc deux mises en application de cas très concrets qu'on retrouve certainement dans vos sociétés. Donc il est possible avec Power Apps de réaliser différents types d'applications. Le premier type, c'est les applications Dynamics CRM 365 basées sur des modèles. Ça, c'est un truc qu'on va pas avoir aujourd'hui, c'est vraiment dédié à Dynamics CRM. Mais aussi, alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, effectivement, les formulaires SharePoint et des applications basées sur des Canvas. Donc, on va commencer par notre demande d'investissement. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Voilà, donc je pense que là, vous voyez mon écran. Donc cette fonctionnalité, elle est faite avec une liste SharePoint, un formulaire adapté à l'aide de Power Apps et un flux d'approbation fait avec Power Automate. Donc si on prend notre scénario pour cette formation ISO 9001, effectivement, il va falloir que je fasse une demande d'investissement. Donc je vais aller sur notre intranet, aller dans la rubrique formulaire où se trouvent tous nos formulaires d'entreprise, investissement. Juste afficher ça, voilà, comme ça. Voilà. Et puis, ben voilà, je vais faire une nouvelle demande d'investissement pour cette formation. Là, effectivement, voilà. Donc, société, ben, il s'agit d'Excel. Donc, c'est nous-mêmes, hein, évidemment. Destination d'achat, c'est pour de l'interne. Description, formation. Carte de crédit, achat Excel. Fournisseur, il s'agit de Ariac. Un montant de 382 francs. Alors, la commande à faire par moi-même, d'accord. Voilà, il m'a trouvé. Et le visa, on va donner, ben, je vais donner le nom de mon responsable. Voilà.
Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce formulaire, ça va se passer comme ça. Au moment où je vais enregistrer le formulaire, il va y avoir un flux qui va se déclencher et où Monsieur Cavadini va pouvoir valider ou invalider ma demande. Cette partie de flux, bah, vous la verrez tout à l'heure avec Antoine, hein, le prochain intervenant. Donc je ne vais pas entrer en détail sur ce flux-là. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est la manière d'adapter ou de modifier ce formulaire, parce qu'effectivement, dans SharePoint, il y a possibilité d'adapter les formulaires. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Et on va personnaliser le formulaire de demande d'investissement. Et là, vous voyez que c'est... Donc l'éditeur Power Apps est utilisé pour l'édition de ces formulaires. C'est une des utilités de Power Apps. Voilà. Bon, ça vient gentiment. Voilà. Donc vous pouvez apercevoir ici le formulaire. Ben, là, en l'occurrence, il me signale qu'en fait, il y a des choses qui ne sont pas à jour. Pour vous montrer que c'est vraiment très intégré, hein. Hop, je vais simplement dire remets à jour le formulaire sur la base de la liste SharePoint qui est utilisée, et hop, tout est de nouveau d'aplomb. Donc là, vous pouvez voir, effectivement, on peut ajouter, enlever des champs de la liste SharePoint d'investissement. On peut les adapter, les afficher d'une manière ou d'une autre, etc. Donc c'est vraiment très facile. Je pense que ça, c'est une utilisation de Power Apps qui est accessible à toute personne qui sait faire un peu de SharePoint. Voilà. Ensuite, on va continuer notre scénario. Et bien effectivement, Jonathan Cavallini a accepté ma demande d'investissement. J'ai pu aller faire ma formation. Et j'ai suivi ma matinée de cours, et puis là, je vais trouver, en fait, je vais me retrouver au restaurant à midi, sur une terrasse, évidemment, parce qu'on peut aller que là, et arrivé au moment de payer, j'attends le ticket, et dès que j'ai le ticket, eh bien, en fait, je peux faire ma note de frais directement. Donc je vais prendre mon téléphone. Ce que vous voyez là sur l'écran, c'est effectivement l'écran de mon téléphone. Donc je vais ouvrir l'application note de frais. Voilà. Saisir le titre. Frais de repas, repas de midi. Allez, hop. Voilà. Le type de note, frais de repas. Description, formation. ISO 9001. Voilà. La date. Bah, c'est celle d'aujourd'hui, hein. Le montant. Donc là, je vais prendre mon ticket. Donc le montant brut, 22 francs 93. Voilà. La monnaie, les francs suisses. TVA 7,7, c'est un restaurant. Et le client concerné, bah là, il s'agit d'Excel, parce qu'effectivement, la note de frais est vraiment interne. Mais ça pourrait tout à fait être un de nos clients, hein. Là, la recherche qui sera faite, donc je clique sur rechercher, c'est carrément directement connecté à notre CRM. Donc on a accès vous avez accès à tous les clients de votre société, vraiment de manière online. Donc là, je vais effectivement chercher Excel, voilà. Hop, et choisir
Excel, voilà. Frais collaborateurs. Et puis maintenant, je vais prendre mon ticket en photo. Donc, hop, je vais juste prendre l'autre caméra, voilà. De manière à pouvoir effectuer la photo. Donc là, en fait, je peux prendre plusieurs photos, hein, et une fois que... et après, faire le choix de la photo qui va bien. Ça peut arriver qu'on se rate à la première photo. Donc voilà, mon ticket est photographié, la note de frais est faite, je peux la sauver. Et ma saisie de note de frais, en fait, est faite. Je peux continuer à boire mon café sur la terrasse. Donc on peut voir ici que la note de frais apparaît dans mes notes de frais, d'accord. On peut visualiser le ticket plus en détail, etc. Et chose la plus intéressante, c'est qu'effectivement, maintenant, dans SharePoint, on a une même liste, hein, une liste aussi, mais une liste de notes de frais. Si je la mets à jour, on va voir que notre fameux repas de midi se trouve dans la liste et la note de frais est directement remontée dans SharePoint. Donc online, hein, je pourrais être voilà, à Sion et pas de souci, on peut être un petit peu n'importe où et ça fonctionnera. Voilà, je vais peut-être juste vous montrer en fait l'intérieur de cette application. Vite fait, hein, on va pas entrer dans le détail, mais comme ça vous avez une petite idée de comment se compose une application telle que Note de frais. C'est quelque chose d'assez simple, hein, à réaliser, mais il faut quand même avoir quelques petites connaissances de développement. Tu me permets de te poser une question pendant que ça charge? Oui, bien sûr, ah oui, volontiers. Par rapport au Power Apps qu'on a vu tout à l'heure et puis l'application que tu vas montrer maintenant, pour des gens qui ont quelques années, on va dire, dans l'informatique ou d'utilisateurs, j'ai l'impression qu'on a quand même quelque chose qui correspond un petit peu à ce qui était fait dans Access à l'époque. Je ne sais pas si tu te souviens, mais avec un designer assez graphique, avec des choses relativement simples. Ça ressemble un petit peu à ça. Si je prends là, on a les champs de la base de données, donc on peut construire Oui, des choses relativement simplement. oui, oui, alors tout à fait, hein, c'est vraiment une plateforme low code, on va dire, et ça permet finalement de réaliser une petite application en ayant des notions de programmation événementielle, et puis ben, un petit peu le feeling avec l'informatique. Donc je pense que voilà, c'est à portée des gens. Après, quand on commence à avoir voilà, des choses un petit peu plus alambiquées, prendre des photos, etc., ce genre de choses, ça devient un petit peu plus compliqué à faire. Mais je pense que voilà, c'est quelque chose qui est très qui est abordable, on va dire. Voilà. Ok. Tu voulais encore montrer quelque chose par rapport à ça? Oui, alors je voulais juste vous montrer en fait bah, les différents écrans qu'il y a. Donc là, on peut voir qu'il y a notre écran de saisie qu'on a pu voir au début, le choix des comptes, donc la liste des comptes qui est directement connectée à Dataverse, à notre CRM, la liste des notes de frais, etc. Et en fait, l'application se décompose en différents écrans. Et puis dans ces écrans, bah, effectivement, vous pouvez y ajouter des items, etc. Donc c'est relativement simple comme construction. On peut voir ici les différentes sources de données qui sont utilisées. On peut voir note de frais qui est la liste SharePoint, et puis Dataverse pour la partie CRM, et puis là une collection interne pour nos photos. Voilà. Je vais pas aller plus loin là-dedans, mais je pense que ça peut ouvrir, laissez seulement votre imagination, lâchez votre imagination, on peut faire vraiment pas mal de choses. Là, vous avez une application qui est très basique. On peut aussi faire quelque chose qui est beaucoup plus visuel, on va dire. On peut rajouter des logos, etc. Donc que ça soit un petit peu plus
user-friendly aussi. Voilà. Alors, Je ne sais pas s'il je y me avait permets encore encore une question. Ouais, alors j'ai encore deux questions comme ça qui, à mon avis, sont intéressantes. Donc là, on a vu que c'était extrêmement facile. Enfin, on va dire, on peut être connecté avec toutes nos données, on peut créer des applications rapidement, mais quand même qui sont assez complexes. Et je pense que la complexité, elle est plus dans l'analyse que dans la réalisation. Ça, on le sent bien. La première chose, c'est est-ce que, par exemple, nous, on a fait un développement de frais là pour nous. Est-ce que ça, on peut le prendre et puis l'exporter dans l'environnement d'un autre client et puis en faire bénéficier ses clients? Ou est-ce qu'on doit recommencer à zéro à chaque fois? Est-ce que ça marche sous forme de modèle? Alors oui, on peut tout à fait exporter une application. Il y a deux manières d'exporter une application. Une manière qui est simplement un export dans un fichier, mais l'autre qui est vraiment intéressante, c'est des exports sous forme de package, où en fait on pourrait lui inclure un flux par exemple. Donc on aurait une Power Apps et un flux, ce qui fait sens, hein, parce que souvent on n'utilise pas juste une Power Apps, mais souvent c'est lié à des flux, à d'autres choses, et on peut en constituer finalement un package qu'on pourrait déployer. Donc ouais, tout à fait. Et puis, si tu devais donner comme ça juste une estimation du temps de développement de Ah, l'application Note de frais? là c'est entre 1 et 2 jours. 1 et 2 jours maximum, quoi. Vraiment, c'est très vite fait. Test compris, hein, donc c'est vraiment ouais. Et là, Ok. c'est un petit peu l'avantage de ce low code, c'est que on a assez peu de comportements imprévus. C'est-à-dire que voilà, le code est finalement très vite fonctionnel et on n'a pas vraiment besoin de beaucoup le tester en fait. Voilà. Ok. Ben, on verra s'il y a des questions. Peut-être qu'on revient à la fin sur Oui, ça. Et puis, je te demanderai peut-être d'ouvrir ton micro. Ce qui me oui. permet de faire la transition avec Antoine, qui va nous présenter la partie Power Automate. Donc, en fait, on va reprendre un tout petit peu l'histoire et puis on va automatiser une partie en fait du processus. Donc, je ne sais pas si Antoine me confirme qu'il est prêt. Si c'est bon, ben, je lui passe la parole. Alors oui, Volontiers. bonjour. Alors je vais prendre la main. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Alors moi je vais vous présenter Power Automate. Donc c'est un outil qui permet de... Hop, on va décaler ça. Voilà, c'est fait. Power Automate, donc c'est un outil qui permet d'automatiser des processus métiers, réduire le temps de traitement manuel, et puis typiquement les processus, ça peut être des demandes de validation de documents, dans notre cas une approbation de facture, la mise en place de notifications pour des rappels divers, ou la synchronisation de données entre différentes applications. Donc pour illustrer les possibilités de Power Automate, on va voir son utilisation à travers un scénario qui va partir qui va traiter des factures fournisseurs. Donc une première phase, on va faire une demande de validation de la facture, et puis après sa création, son intégration dans l'ERP de la société. Dans notre cas, c'est Business Central, mais ça peut être n'importe quel ERP qui dispose d'une API comme Oasis, par exemple. Donc, à l'écran, là, vous voyez un document qui a été déposé dans SharePoint. On va cliquer dessus. Donc ça, c'est une facture. Elle a été scannée, puis elle a été mise dans SharePoint. Donc on voit que c'est pour le fournisseur Ariac. Le montant 382. Puis il y a la référence facture, la 180 26 71, qui sera utilisée, et on la retrouvera tout à l'heure dans l'ERP. Donc il y a des métadonnées qui ont été renseignées et saisies dans SharePoint. Donc là on retrouve le montant, on retrouve le numéro de la facture. En fait, ces données vont être utilisées dans les deux flux, dans le flux de validation et dans le flux de création de la facture dans Business Central. Donc le premier flux, il va se déclencher quand le document il arrive avec ses métadonnées dans la bibliothèque. Donc je l'ai déposé tout à l'heure, et pour valider le flux, on peut aller dans Teams et dans approbation. Là, vous avez toutes vos listes de demandes d'approbation. Donc vous avez les demandes qui ont été approuvées, il y en a qui ont été rejetées, et puis il y en a qui sont en cours. Donc celle qui nous intéresse, c'est celle-là, elle a été déposée ce matin. On clique dessus. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est une demande d'approbation standard. Donc il y a, on va dire, un titre,
Donc on retrouve le nom du fournisseur, le montant, et puis il y a un détail. Alors j'insiste sur le fait qu'il y a donc la partie titre, la partie détail, et puis on va voir à la fin, qu'en fait ces données, elles vont chercher les informations qui sont présentes dans les métadonnées. On retrouve également un lien qui pointe directement sur le document, donc ça permet à la personne qui reçoit la demande de validation d'accéder directement à la facture, de contrôler par exemple que le montant est correct, les dates, le contenu. Et une fois que c'est bon, la personne elle peut donc soit rejeter, mettre un commentaire si nécessaire et approuver. Alors quand elle va approuver, ce qui va se passer, là je vais basculer dans Business Central. Donc ça c'est la liste de tous nos fournisseurs. Le fournisseur qui va nous intéresser c'est Ariac. On voit qu'aujourd'hui il a une facture qui existe. Donc le fait de valider l'approbation, ça va aller créer une deuxième facture pour ce fournisseur. Donc j'approuve. Donc la demande elle est approuvée. Et là on va attendre que la facture. Oui. Ça me permet de poser une question parce qu'on a bien préparé, parce qu'on sait qu'il y a un petit délai entre le moment où un petit délai de chargement, tout à fait. C'est normal, dans la réalité, on n'est pas en train de regarder tous l'écran, mais il y avait une petite question pour moi qui était importante parce que tout le monde aujourd'hui n'utilise pas encore Teams ou tout le monde n'a pas encore été dans l'utilisation maximum. Est-ce qu'on peut valider la facture ou ces processus d'une autre manière? Alors tout à fait, la facture, la demande d'approbation, donc elle arrive dans l'approbation, mais on reçoit également un mail à chaque fois et on peut valider directement depuis l'email. Donc après c'est un peu comment, voilà, si quand c'est une facture de temps en temps, peut-être l'email, mais quand on a beaucoup de factures à valider, c'est peut-être bien d'aller dans la partie approbation, où on voit tous les documents qu'on doit valider. Donc pendant ce temps, la facture est arrivée, on voit qu'il y a une deuxième facture qui s'est créée, on va rentrer dedans. Et donc là, on va retrouver donc le nom du fournisseur. On va retrouver, ça c'était la référence fournisseur, la 180 26 71. Donc on a réussi à récupérer cette information avec les métadonnées. On voit le montant TTC. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a rajouté un lien directement dans le Business Central pour que du coup la personne qui elle va valider et contrôler les factures dans le RP puisse également accéder à la facture qui est toujours présente dans SharePoint. Donc là, on peut voir que la date de facture, c'est le 23/03. 23/03. Tout est correct. Et puis, on peut passer à la validation. Et après, ça, c'est le flux, on va dire, standard du fonctionnement d'un ERP. Ça ne nous intéresse pas. Mais voilà, la facture, donc elle a été validée dans un premier temps. Après validation, ça a créé la facture dans l'ERP. Donc, les deux flux sont terminés. Et ce que je vais vous montrer maintenant, ça va être le fonctionnement d'un flux, comment on crée un flux. Comment ça se... Hop, alors, ici. Donc là, on est dans Power Automate. Donc il y a une liste de flux qui existe déjà. Puis nous, celui qui va nous intéresser, c'est celui-là. C'est le flux de demande de validation et d'approbation de la facture. Donc il y a un premier écran qui apparaît. On peut voir à droite les connecteurs qui sont utilisés. Donc on utilise SharePoint. Il y a aussi le module approbation. Le propriétaire, donc Flow Service, c'est le compte que j'utilise, mais on peut partager ce flux avec d'autres personnes qui du coup pourront elles aussi apporter des modifications dessus. Et puis en dessous, il y a un historique des flux qui ont tourné. Donc on voit qu'il y en a un qui a tourné il y a 1 minute, il y a 2 minutes, et puis d'autres qui ont tourné avant. Et quand on va rentrer donc dans la modification du flux, voilà, ça c'est le flux de validation. Ça est défini comme ça. Donc un flux, comment ça marche? Donc il y a un déclencheur à chaque fois et des actions. Un déclencheur, ça peut être un déclencheur manuel. Donc typiquement, on peut dire que depuis l'appel d'un bouton ou même depuis la liste des flux, on peut cliquer sur un flux, on peut l'exécuter. C'est une façon de déclencher les flux. Ça peut être périodique. On peut mettre en place des traitements qui tournent, je sais pas, tous les jours, toutes les semaines. Ça va faire des tâches, ça va envoyer des mails, faire des contrôles. Et puis il y a des flux qui peuvent se déclencher sur un événement, donc c'est notre cas. Et nous, l'événement qu'on a utilisé, c'est quand un fichier est créé ou modifié dans une bibliothèque SharePoint. Donc le déclencheur, il est ici. Et puis en fait, c'est qu'à chaque fois qu'un document va être créé ou modifié dans cette bibliothèque,
et on peut même préciser le dossier. Donc là, on est dans le dossier webinar. Ça va déclencher le traitement. Derrière, on peut mettre des petits délais d'attente pour être sûr que le document soit bien arrivé, que les métadonnées soient bien présentes. Et on peut aussi mettre en place des variables. Si on veut utiliser typiquement l'email du valideur à plusieurs reprises, après, on peut déclarer des variables et les utiliser tout au long du flux. Et il y a bien entendu des notions de conditions. À savoir que nous, la demande de validation, on veut la faire que si le document est en cours de validation et puis qu'il n'a pas été importé dans Business Central. Si c'est le cas, on part dans la boucle côté, dans la condition qui est vérifiée. Si c'est pas le cas, il se passe rien et aucune demande d'approbation est faite. Donc si la condition est respectée, on arrive donc dans la demande d'approbation. Donc la demande d'approbation, elle ressemble à ça. Donc là, vous pouvez retrouver le titre. Donc facture à valider, on avait le nom du créancier, la devise et le montant. Et puis si on retourne ici, voilà. Donc en fait, cette ligne-là, enfin ce qui est surligné, c'est créé à partir de cette zone-là. Après, on a l'email, on peut avoir des détails. Et puis, ce qui est intéressant, c'est si jamais vous voulez, je ne sais pas, indiquer l'IBAN, vous rajoutez IBAN. Là, normalement, il y a un IBAN. Vous cliquez ici. Et là, si j'enregistre ça, lors du prochain flux de validation, l'IBAN sera rajouté juste en dessous de la date de facture. Donc, c'est très simple et très rapide pour modifier, compléter des flux déjà existants. Donc là, c'est la demande d'approbation. Une fois que la demande d'approbation est envoyée, elle est soit validée, soit refusée. Donc on remet une condition. Donc si le résultat est approuvé, on part sur la gauche. Si c'est refusé, on part sur la droite. Et dans les deux cas, que ce soit refusé ou accepté, on va simplement changer l'état de la validation. Donc on va dire que c'est validé dans un cas et que c'est refusé dans l'autre. Le flux est terminé, donc ça c'est le flux de validation de la demande d'approbation se termine ici. Et en fait, le fait de changer le statut, c'est ce qui va déclencher le second flux qui lui va permettre de créer la facture dans Business Central. Donc ce flux, on ne va pas le montrer parce que ça reprend le même principe. Voilà. Peut-être Antoine, on voit que là, on est capable de se connecter sur du SharePoint, on est capable d'utiliser le module d'approbation. Il y a peut-être d'autres, est-ce qu'il y a d'autres connecteurs qui sont disponibles par défaut? Alors, par défaut, il y a aujourd'hui, je crois qu'il y a un peu moins de 300 connecteurs qui existent. Et, ils sont tous disponibles ici. Donc, bien entendu, on retrouve tout ce qui est lié à Microsoft. Et puis après, il y a des trucs, d'autres connecteurs comme Twitter, par exemple, le truc de base. Ou Salesforce aussi, hein, je crois. Salesforce. Après, c'est possible de créer aussi ses propres connecteurs. Donc, vous voyez, il y a ce qu'il faut. Par rapport à ça, nous, par exemple, on est développeur de la solution Oasis, donc on a des connecteurs qui peuvent se connecter sur notre ERP Oasis. Tout à fait, oui. Okay. Après, vous créez vos connecteurs. On peut créer un connecteur Oasis et puis une fois qu'il est créé parce qu'on peut créer nos propres connecteurs. Une fois qu'il est créé, on peut du coup l'utiliser comme n'importe quel connecteur dans les flux dans nos flux ou dans les flux de la société. Et puis si je devais te poser la même question qu'à Laurent tout à l'heure sur l'effort de développement d'un flux comme celui-là ou un flux simple, alors, tu dirais quoi? Alors, je dirais, ça peut prendre 1 minute, en exagérant à peine, à quelques jours. Ça dépend vraiment de la complexité et de ce qu'on veut faire. Ce qui est très intéressant, alors pour le côté 1 minute, c'est qu'il existe des modèles qui sont disponibles dans la partie modèle de Power Automate. Et donc là, vous avez plein de modèles qui ont été faits et qui sont disponibles pour tout le monde. On va en prendre un, par exemple celui-là. Là, on veut juste envoyer un email quand il y a un message qui arrive dans Microsoft Teams. Donc, ça vous rappelle que ça va partir de Microsoft Teams et puis ça va envoyer un email. Vous avez les connecteurs, enfin les connexions qui se mettent. Si jamais vous n'êtes pas encore connecté, vous pouvez vous connecter. Vous pouvez ajouter une autre connexion si vous utilisez un autre compte. Vous avez juste à cliquer sur continuer. Et en fait, le template arrive déjà et vous n'avez qu'à compléter les données. Là, typiquement, on peut faire facture fournisseur et puis, alors c'est peut-être pas le plus pertinent. Donc en fait, dans l'équipe Teams, facture fournisseur et le canal général, dès qu'un message va arriver,
bah, je vais dire, hop, je vais m'envoyer un mail. Là, on fait enregistrer. Et puis, si vous retournez sur vos flux, hop, on va être sûr qu'il est bien enregistré. Et voilà, il est ici. Donc, il est disponible. Donc là, si j'en m'envoie un message dans ce Teams, ben, je recevrai un email. Donc, ça a pris, je pense, peut-être même moins d'une minute. Et puis après, ça peut prendre quand même quelques jours selon la complexité. Typiquement, tout ce qui est interaction avec Oasis, ça demande un peu plus de temps parce qu'il faut aussi travailler sur les métadonnées qui sont à disposition dans SharePoint. Il faut faire valider des tests et c'est un peu plus complexe. Ça demande aussi peut-être des notions plus côté informatique qu'utilisateur, on va dire, sans notion. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a toute une partie en fait, de travail qui est déjà pré-mâché en fait, par le système de modèles, de connecteurs. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que au lieu de développer des choses qui existent déjà, on peut s'asseoir à côté du client puis réfléchir avec lui pour l'accompagner. Et effectivement, alors le risque ou ce on peut peut-être deviner là derrière, ça peut être une perte de maîtrise en fait de tous ces flux et puis qui vont interagir à droite à gauche. Je pense que là, l'accompagnement qu'on peut apporter, il est important parce que il faut effectivement garantir que les choses partent pas dans tous les sens. Ok. Je ne sais pas si tu voulais quand même juste montrer dans 2 secondes l'autre flux. Alors, pour montrer un flux plus complexe. Mais on a 1 minute de retard, donc on va assumer. J'en prends juste une de plus. Donc là, ça ne change pas tout ça. Alors, au niveau complexité, là, ça parle peut-être un petit peu moins. Après, voilà, il y a différentes. Après, voilà, c'est un traitement de données. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir qu'il y a plein de choses qu'on peut améliorer dans les entreprises de manière très simple. Puis en plus, on peut aller plus loin et puis faire des choses qui sont complexes, mais toujours dans le sens d'automatiser, de simplifier, de rendre les choses plus efficaces. Je pense que ça, c'est ce qu'on sent en fait dans la démo que tu viens de faire. Voilà. Est-ce que tu avais encore un autre point par rapport à ça? Non, je pense que c'est tout bon. J'espère que j'ai rien oublié. Et puis s'il y a des questions, faut pas hésiter à les poser. Ok. Je passe donc la parole à Jonathan, qui va nous parler en fait de la partie Power BI. Donc ça, c'est le 3e élément qui vient avec la Power Platform. Et puis donc BI veut dire, comme ça je te passe la parole là-dessus. Business Intelligence. Donc, voilà. En effet, bonjour à tous, comme disait Bertrand, c'est comment mettre en valeur les données de l'entreprise pour pouvoir prendre des décisions sur ces différentes données. Donc, je vais prendre l'écran avant que... Donc, on a vu jusqu'à maintenant comment utiliser des formulaires avec les Power Apps ou comment utiliser des applications avec la Power Apps. On a vu comment automatiser les différents flux, que ce soit des flux d'approbation. Maintenant, une fois que on arrive dans les différents ERP ou les différentes applications métiers, on va essayer d'utiliser ces données, d'analyser ces données pour prendre des décisions là-dessus. Première étape de la création de Power BI. Donc là, je vais vous montrer en 4 étapes comment créer un Power BI. Et puis après, on va passer sur un exemple concret. Donc, première étape de la création de la Power BI, c'est la connexion aux sources de données. Un petit peu comme les connecteurs qui vient montrer Antoine. On a différents types de connexions possibles. Logiquement, tout ce qui est Microsoft, mais aussi, on voit par exemple ici des connecteurs Oracle ou encore des connecteurs MySQL. On peut aussi aller plus loin en créant ses propres connecteurs, comme le dit aussi Antoine. Une fois qu'on s'est connecté sur les bonnes données, qu'on a cherché les bonnes tables, qu'on a cherché les bonnes données, on va utiliser les fonctionnalités de Power BI pour modifier ces données, pour les mettre en forme. On n'a pas la nécessité de connaître du SQL, du langage SQL, on ne doit pas être développeur SQL. On peut vraiment utiliser différentes étapes de modification de ces données. Typiquement, on va peut-être ouvrir la table de la liste des clients complète,
mais on va vouloir remplacer certaines données, on va vouloir filtrer certaines données, on va vouloir peut-être prendre seulement les clients qui sont actifs, on va pouvoir changer le type de données, qu'on voit typiquement ici, change type, avec les informations qui sont ici, le type de données, donc on va dire c'est du format date, du format texte. On va rajouter des colonnes calculées, on va pouvoir faire des calculs à l'intérieur, et ensuite on va aussi pouvoir simplifier le modèle en enlevant certaines colonnes. Je vous montrerai un exemple. La troisième étape, la plus fun, si on veut, c'est la création des visuels, un peu comme dans Excel, en fait. Si vous êtes familier avec Excel, vous allez pouvoir créer des tableaux croisés dynamiques très facilement, on verra dans l'exemple, ou encore des graphiques qui seront, tous ces visuels seront liés entre eux. Donc, quand on va cliquer sur un graphique, ma liste, elle va se modifier, ou quand je vais cliquer sur ma liste, mon graphique va aussi se modifier. Donc, cette création va se faire à l'intérieur du logiciel qui s'appelle Power BI Desktop, qui va être installé sur le poste de celui qui crée le visuel. Donc, en 3 étapes, connexion aux données, mise en forme du modèle de données, création des visuels. Et une fois qu'on est content avec notre résultat, on va le publier sur Power BI, ce qu'ils appellent Power BI Service, pour pouvoir le mettre à disposition des différents utilisateurs de l'entreprise. Je vais passer maintenant sur l'exemple. Je vais préparer. Je vais juste voir si je n'ai pas oublié quelque chose. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas trop parler de sécurité. On n'en a pas parlé non plus dans les autres, dans Power Apps et dans Power Automate, mais logiquement, on a toute une panoplie de sécurité qu'on peut mettre en place. Et typiquement, dans Power BI, on peut mettre en place de la sécurité jusqu'à la donnée. Ça veut dire qu'on peut faire un Power BI sur une vision financière de l'entreprise, mais que chaque responsable de département ait accès uniquement à ces données le concernant, typiquement. On est ici sur le site Power BI, ce qu'on appelle le Power BI Service, ou l'app Power BI. Première page, un tableau de bord qui nous permet en fait d'avoir les rapports les plus utilisés et les favoris. On voit ici par exemple, nous on utilise pour le suivi de trésorerie, pour le suivi de projets, des opérations ou encore pour la comptabilité. Je vais ouvrir maintenant l'exemple qu'on va regarder ensemble. C'est celui-ci. Donc on est ici sur un rapport sur la finance de l'entreprise. Je vais aller sur la première page qui est la partie budget. Comment il a été construit? On s'est connecté aux sources de données Business Central et aux sources de données Oracle pour l'ERP Oasis, parce que chez Silicon Group, on utilise Oasis pour 2 sociétés et Business Central pour une 3e société. Ça permet aussi de vous expliquer qu'on peut vraiment connecter différentes sources de données en même temps. Donc, on peut avoir des fichiers Excel, on peut avoir des connexions Oracle et Business Central en même temps. C'est le cas pour ce rapport. Et on a ici sur, comment dire, la dernière visualisation que j'ai fait en rentrant sur ce rapport. Première chose qu'on peut faire, qu'on peut voir, c'est ce bouton qui est souvent utilisé, c'est qu'on va s'amuser avec le rapport, avec l'analyse, et de temps en temps, on va vouloir rétablir les valeurs par défaut. Donc là, on va mettre les valeurs par défaut pour être sûr qu'on a vraiment toutes nos données. Sur cette première partie de budget, on a simplement la visualisation du budget selon un regroupement de comptes. Ici, on a pris comme exemple un budget pour la société Pixabay. On a ici différents regroupements qui peuvent venir soit de fichiers Excel si vous utilisez encore du Excel, soit de Business Central ou d'un ERP qui permet la gestion budgétaire pour pouvoir facilement le visualiser. On va retrouver toujours sur la droite les filtres, très facile à utiliser. Donc typiquement, si moi je veux voir uniquement le budget sur les 3 premiers mois, je peux rapidement sélectionner mes filtres. Pour la partie budget, on l'a vu en forme de tableau, on la voit maintenant en forme de graphique. Donc
différents types de graphiques, comme on a vu dans le slide avant. On verra après un exemple pour pouvoir en changer un. Ici, on a un graphique, on va voir les revenus en vert ici, les charges en rouge, et on va voir le résultat directement ici. Un graphique simple à utiliser. Pour la partie réalisée, on retrouve la même chose que le budget. On voit ici qu'il a gardé mon filtre, donc je peux aussi l'effacer. On va rester sur les 3 premiers mois. À ce niveau-là, on a le regroupement, mais je vais vous montrer les quelques fonctionnalités qu'on retrouve ici. Donc, on a la possibilité simplement avec ce bouton de descendre de niveau. Donc, on peut pas seulement le regroupement, mais aller voir jusqu'au compte comptable. On voit ici. On peut aussi remonter si on veut quelque chose de plus condensé. Donc, on a vraiment ces flèches qui permettent de voir tout le détail. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est à la place de tout concentrer sur le même onglet, si on veut, avec toutes les informations ici, on va pouvoir utiliser différents onglets. Donc ici, je suis sur le réalisé. Je vais utiliser l'onglet détail pour voir le détail de mes écritures. Donc je vais voir les frais de formation, vu qu'on est sur l'exemple des frais de formation. Je veux voir qu'est-ce qui est inclus dans les 1137 francs qui sont ici. Je vais simplement dans extraire détail et il va aller sur l'onglet détail, mais avec les bons filtres directement ici. On retrouve la formation, la facture pour l'introduction à la norme ISO de 382 francs que Antoine et Laurent ont parlé auparavant. Avec le bouton ici, on revient directement sur le tableau complet. Ce type de tableau, en fait, va permettre typiquement à la direction d'avoir un accès aux chiffres et aux détails aussi, si c'est par exemple la direction financière, sans devoir, entre guillemets, embêter les comptables ou les assistants comptables pour avoir les informations et sans devoir avoir accès à un ERP qui demanderait peut-être plus de formation que simplement avoir un accès direct aux chiffres sur Power BI. Possibilité de mettre ensemble, de mettre des couleurs, de faire des calculs, comme on disait avant, à l'intérieur du rapport. Donc ici, on a la partie budget montant et un calcul de pourcentage par rapport au budget. On met en rouge et en vert les différentes informations. Et on a la même chose, en fait, sur la partie aussi graphique, où on peut utiliser les jauges pour indiquer quel est l'objectif et quel est le réaliser par rapport à cet objectif. Une chose intéressante dans ces graphiques, c'est que la personne qui va mettre en place le rapport va avoir une certaine idée de comment afficher les choses, mais l'utilisateur final, il a la possibilité lui-même de dire, OK, moi les jauges, je ne les comprends pas trop, je n'aime pas trop les voir, je préfère avoir un histogramme. Donc simplement, il va venir ici, changer de rapport. Par exemple, je vais juste prendre mes... Voilà, on va rajouter un axe. Lui, là, pour lui, c'est intéressant de voir par mois. Donc, on va simplement chercher mois ici. On va retrouver le mois. Et on voit que le graphique a changé. Ça lui permet de voir la même chose, mais par mois. On va faire la même chose rapidement ici. On voit, voilà. Lui, il a ce besoin-là plutôt. Et ça va changer comme ça. Le problème, c'est que du moment qu'on va cliquer ici, tout va être perdu. Mais heureusement, on a la possibilité de créer des signets. Donc, moi, je vais rajouter un signet personnel. Je vais appeler Jonathan simplement. Et je vais pouvoir le définir comme vue par défaut. Ça veut dire que la prochaine fois que je vais rentrer là-dessus, je vais arriver directement sur ce type de graphique. Donc, si je rétablis mes valeurs, les jauges vont réapparaître. Si je clique sur mon signet, je vais avoir directement mes graphiques. Donc, possibilité d'adapter le rapport par rapport à vos besoins. Une autre possibilité d'adapter les rapports, c'est de ne pas utiliser le rapport qui a été mis à disposition, mais d'utiliser le jeu de données. Ça veut dire
tout ce qu'on a préparé comme données directement dans Power BI Desktop, de l'utiliser ici. Donc, je vais venir ici, créer un rapport. Je vais retrouver les différents tables et champs qui ont été mis en place par la personne qui a fait le Power BI Desktop. Donc là, c'est important que le modèle de données soit le plus simplifié possible pour que l'utilisateur puisse jouer avec. Et puis simplement, il va utiliser les différents graphiques qui sont ici. Puis par exemple, dire je veux voir le montant en tableau croisé dynamique. Et ce montant, je l'ai besoin par rapport aux différents comptes. Par exemple. Ou encore par rapport à la totalisation. Donc on voit ici, c'est très facile, on retrouve vraiment l'idée Excel, en fait, le fonctionnement dans Excel. Donc très facile de mettre en place des tableaux croisés dynamiques, des graphiques. On a les filtres qui automatiquement viennent ici et on peut après simplement enregistrer le rapport et l'utiliser soi-même. Je lis juste mes notes pour voir si je n'ai pas oublié quelque chose. Donc, on voit encore ici une chose, voilà, disposition pour mobile. Là aussi, c'est important de comprendre. On a vu une visualisation qui est très ordinateur, mais on peut après changer et faire des dispositions sur mobile. Donc là, on peut dire qu'on veut voir certaines choses, mais pas d'autres. Et on peut pouvoir mettre en place ça pour le mobile. Typiquement, là, sur 2 colonnes, ça va, pas besoin d'autre chose. Mais si j'avais quelque chose sur 10 colonnes, peut-être je ne l'afficherai pas dans le mobile, mais uniquement dans la partie disposition qu'ils appellent web. Donc, accessible par smartphone, par tablette ou sur PC. Dernière partie, et après j'arrête, c'est la partie tableau de bord. Donc, à partir de... je ne vais pas enregistrer le rapport. Pour pouvoir visualiser ces informations-là sur mobile aussi, on a la possibilité, ici de créer des tableaux de bord. Donc, je vais simplement aller chercher les informations ou les graphiques ou les visuels que je veux voir sur mobile. Je vais les épingler. Donc là, je vais simplement épingler celui-ci sur le tableau de bord démo. Et je vais pouvoir créer un tableau de bord. J'en avais déjà créé un. Donc, je vais effacer celui-ci. Je vais pouvoir créer mon tableau de bord qui est beaucoup plus visuel, beaucoup plus accessible sur mobile. Et à partir de ce tableau de bord, je vais pouvoir ensuite cliquer sur le visuel et rentrer dans le détail au niveau du rapport. Autre chose intéressante, et j'aurai terminé avec ça, c'est la partie alerte. Sur les visuels chiffrés, on va pouvoir ajouter des alertes. Donc typiquement, je pensais sur l'autre. Typiquement ici, j'ai rajouté une alerte que quand mon EBITDA réalisé descend en dessous de 50%, je reçois une alerte sur mon mobile ou par email pour m'informer qu'il y a quelque chose que je dois regarder. Il y a une possibilité de mettre en place des alertes. On a parlé ici de données financières, mais ça pourrait être tout autre type de données, typiquement liées à de la production. Si on voit que on produit moins de tant de pièces ou qu'on a un problème sur une machine. Voilà pour la démonstration. Merci Jonathan. Je donne la parole. Ouais, volontiers. Alors moi, tu sais qu'on a eu aussi, même à l'interne, des discussions sur comment, quels chiffres étaient importants, comment est-ce qu'on peut créer ces rapports. Moi, j'ai toujours été confronté à un problème, je l'appelle comme ça, mais souvent c'est le syndrome de la feuille blanche. Donc, nous, comment on aborde en fait ces projets-là avec nos clients? C'est quoi notre démarche? Qui est-ce qu'on va interviewer? Enfin, c'est quoi la bonne approche? Alors, il y a deux choses possibles à faire, deux choses qu'on fait en fait. C'est la première chose, c'est de reprendre tous les rapports et les analyses qu'ils ont actuellement sur des feuilles Excel, sur des feuilles Word, etc. Et puis voir comment préparer le modèle de données pour le mettre dans Power BI. Et l'autre chose aussi, c'est de faire des interviews des utilisateurs finaux de ces rapports pour comprendre leurs besoins de tous les jours, pour aussi après le mettre en forme sur Power BI. Ok. Et alors, il y a un autre scénario aussi auquel j'ai pensé pendant la présentation, puis qu'on
qu'on n'avait pas adressé en préparation, on avait adressé d'une certaine manière, c'était de connecter sur une autre application. Et puis, ces derniers temps, on a été confronté à des gens qui veulent changer de RP, notamment. Donc, ça veut dire que là, et quand on change de RP, c'est compliqué à comparer les années, en fait, parce qu'il faut aller dans l'ancien, puis l'ancien, on ne sait pas trop comment on va le garder, on imprime. Là, on pourrait imaginer avoir une solution par rapport à ça? Oui, en effet, comme on disait tout à l'heure, on peut avoir différents connecteurs en même temps dans le même rapport. Donc, typiquement, on a des clients qui sont passés d'un ERP sur Business Central et on a gardé les données ERP pour ce client dans Oracle. Donc, on a mis ensemble les deux informations, mais on aurait pu très bien exporter ces données sur un feuille Excel, par exemple, et puis mettre en commun la feuille Excel et les nouvelles données qui viennent de Business Central ou d'autres ERP. Il n'y a pas de limitation là-dessus. Donc oui, on peut faire ça. Et puis je pense que c'est un peu comme on a vu les autres, on a des modèles, on a des connecteurs déjà tout prêts, on peut exporter les solutions, je crois que ça s'appelle comme ça, Power BI pour les mettre chez d'autres clients, donc on voit la logique. Ok. Merci pour la présentation, c'était extrêmement complet. Alors, on a pris un petit peu de retard, mais d'un autre côté, on a dû être très clair parce qu'on n'a pas trop de questions. Donc, je vais vite faire le petit résumé que je faisais d'habitude. Peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais partager de nouveau mon écran, enfin, disons la présentation. Hop. Alors, on sera un petit peu en avance sur mon écran parce qu'on est déjà au bon pour le petit déjeuner. Donc, les questions, elles étaient assez simples. On a posé, quelqu'un posait la question, est-ce que le principe est le même pour la demande d'approbation qu'une demande de congé pour un collaborateur? Donc, on est bien d'accord, et je crois que c'est ce que tu as répondu, on peut valider toutes sortes de demandes d'approbation et on peut même des fois détourner un tout petit peu l'approbation pour en faire une validation d'une information ou pour informer des gens, par exemple. On pourrait imaginer ce genre de scénario. Donc, ok. Donc c'est vrai que c'est ce que disait Laurent et puis que j'ai bien aimé, c'est laisser place à votre imagination d'un côté, d'une manière positive, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un petit processus dans l'entreprise où c'est répétitif, on fait de la double saisie, on a de la peine, on s'échange des courriers papier, là on a vraiment avec la Power Platform de quoi automatiser beaucoup de choses puis éviter en fait cette double saisie. Il faut quand même dire que quand on utilise la Power Platform, on s'appuie aussi souvent, notamment pour les documents, sur SharePoint. Dès qu'on est dans du SharePoint, on peut partager les documents, ils sont indexés, donc le contenu est indexé, donc on peut aussi faire des recherches à l'intérieur. Donc il y a beaucoup d'avantages aussi à utiliser en fait cette dimension quand même assez présente de SharePoint. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant. Puis la dernière chose, alors ça c'est la question la plus sympa. C'est le modèle de licence en fait de Power Automate. Et là, la question était par rapport à ServiceNow ou Salesforce qui sont des connecteurs premium. Donc, juste pour expliquer aux gens, la majorité de licences Office 365, comme j'ai cité tout à l'heure, ont une licence Power Automate, Power Apps, Power BI également. Non, pas Power BI. Uniquement la E5. Voilà. Et en fait, elles ont les connecteurs standards. Donc, je pourrais vous mettre un lien sur un PDF qui fait une petite 50aine de pages si ça intéresse, mais je préfère qu'à la limite, vous m'écriviez un mail et puis on regarde ensemble ce que vous avez. Mais en gros, les connecteurs standards, c'est tout l'environnement Microsoft traditionnel. C'est un peu tout ce qu'a montré tout à l'heure Antoine, donc approbation, SharePoint, OneDrive, Teams, Outlook, tout ça. Ça, c'est en standard. Et également, je pense, Business Central, donc les outils vraiment Microsoft. Et la partie premium, c'est tout ce qui est, on va dire, je crois qu'ils appellent ça Common Data Service, donc tout ce qui est connecteur externe, donc ça va sur du Trello, du Salesforce, du SAP, enfin, toutes ces choses-là. Donc, il y a des licences spécifiques pour pouvoir avoir accès à cet environnement premium connector. Puis après, il y a encore une autre. Vas-y, je t'en prie. Je rajouterai juste une chose. Pour les clients qui ont du Dynamics, les connecteurs premium sont inclus déjà dans Dynamics. Il n'y a pas besoin d'avoir du Power Platform en fait. C'est juste, les gens qui ont des licences Dynamics ont également des licences qui sont incluses à l'intérieur. C'est juste. C'est juste. Il y a encore un autre pricing model qui peut être déployé, c'est par application. Donc, sur un grand nombre d'utilisateurs, on peut en plus faire des licences par application pour ne pas avoir besoin de licencier chaque utilisateur pour ça. Il y a une question de M. Il a mis son nom, donc normalement on ne donne pas le nom, mais de M. Durand. Donc savoir si on pourra regarder l'événement offline. Oui, il a été enregistré et toutes les personnes qui ont participé recevront le lien sur le replay.
Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a dit? Non. OK, donc je passe à la suite de la présentation, puis je vais la terminer. Donc, je vous rappelle le bon pour le petit déjeuner que vous allez recevoir dans le mail juste après l'événement. On a aussi pensé pour vous que ça pouvait être intéressant de vous permettre de faire une analyse sur un flux, sur un nouveau projet. Donc, on vous offre un bon de 2 heures à faire valoir sur une analyse de flux en vue d'un projet Power Platform. Donc, n'hésitez pas à nous contacter suite à cet événement pour ça. Encore un petit élément, et malheureusement, on n'a pas bien fait nos devoirs pour le prochain webinaire. Je peux vous donner la date, mais pas encore le thème. Donc, ce sera le 10 juin. C'est juste avant les vacances et c'est pris un petit peu par le temps qu'on n'a pas encore pu décider le thème. Donc, on reviendra rapidement vers vous, mais notez déjà le 10 juin à 8h30 pour le prochain webinaire. Voilà. Je vous remercie tous. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à ça. Je vous rappelle notre site internet, silicom.group. Et puis, si vous avez envie de découvrir toutes les nouveautés, toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on retrouve principalement dans toute la suite Microsoft Cloud et tout ça, il y a le blog qui vous en parle, qui est un blog tenu par nous directement, qui est très orienté sur les questions qu'on nous pose chez les clients. Donc, n'hésitez pas à le consulter, à vous inscrire pour recevoir les mises à jour. On a un rythme environ d'un article par semaine. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.